J'ai légué à mes enfants et leur descendance un album photo qui retrace ma carrière de pilote de chasse, ouvrant le premier chapitre de la période 1939 à 1945. Je suis Alain Michaud, ancien pilote de l'armée de l'air et de l'aviation civile. J'ai reçu la vocation de l'air en 1937 grâce à l'aviation populaire qui permettait aux jeunes désireux d'apprendre à piloter de devenir pilote privé. Sans bourse de billets, il faut le dire. J'ai donc adhéré au club de Boulogne-Billancourt et j'ai obtenu mon brevet de pilote privé en quelques semaines. Je me suis rendu compte aussitôt que c'était la voie que je devais choisir. À mon niveau était de passer le concours. L'école des sous-officiers pilotes, j'ai été affecté à l'école de Bourges. Au bout de 9 mois, breveté pilote militaire, au mois de mars 1939, nommé d'abord caporal-chef puis sergent, j'ai été envoyé avec les camarades de promotion à l'école d'Istres, où nous sommes arrivés pratiquement 3 semaines avant la déclaration de guerre. Au mois de novembre ou décembre 1939, il y a eu la sélection chasse, transport, bombardement. Et j'ai demandé à être affecté à l'aviation de chasse et j'ai été inscrit comme élève pilote de chasse. Ce qui m'a amené début janvier 40 à Oran, qui était un CIC, centre d'instruction chasse, où il y avait plusieurs groupes de chasse, la plupart du temps sur Morane 406, avec des pilotes d'encadrement extrêmement confirmés. Mon commandant d'escadrille était un capitaine nommé Richard, qui s'est tué par la suite et qui avait quand même déjà 2000 heures de vol. Faire du Morane 230 le matin en voltige avec un moniteur, et l'après-midi faire un tour de goéland, ou plusieurs tours de piste de goéland, ou commencer à étudier les pannes de moteur, des histoires comme ça. Vous voyez, donc c'était, moi je pense que c'était intensif par rapport à ce qu'on avait fait auparavant, si vous voulez. Hein. Et alors à Oran, sur Morane 406, là vraiment on volait tous les jours. Nous sommes restés le premier trimestre pratiquement. L'Italie a été vraiment du côté des Allemands, elle l'a montré à notre gouvernement. On nous a envoyés en Tunisie. C'était apparemment de couvrir la mission avec la frontière avec la Libye, avec nos vieux avions. Et nous étions basés à El Hama, qui est un champ de sable, un terrain de sable, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Gabès. On ne peut pas dire qu'on ait vraiment fait des missions de guerre, peut-être 2 ou 3 fois, à la suite d'alertes, mais on n'a jamais vu un avion italien. L'armistice est intervenu et nous avons cessé de voler. Nous sommes remontés à Oudna, au sud de Tunis, puis à Bizerte, où notre groupe a été dissous au mois de septembre 40. Le groupe A9, entre autres, étant dissous, les pilotes ont été sollicités pour savoir où ils voulaient aller dans des groupes de chasse qui étaient maintenus à Alger et au Maroc, Rabat, Casablanca. Personnellement, l'idée qu'il valait mieux rester dans le sillage de mon commandant d'escadrille, que j'aimais beaucoup, le capitaine Richard, j'étais affecté au groupe de chasse 3-6. Il y a eu des places de pilotes titulaires. Et j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont obtenu une place de pilote titulaire, d'être lâché sur le Watine 520. Le Dewatine 520, chasseur monoplace moderne et brillant, produit jusqu'en décembre 42, atteignait en palier la vitesse de 485 km/h. Il fut le fer de lance de l'armée de l'air française. Et le commandement a envoyé le groupe de chasse 3-6 à Casablanca. Et nous sommes restés là-bas quelques semaines pour assurer une présence à côté du 1-5 qui se trouvait à Rabat. Je pense que c'était début janvier que nous sommes revenus à Alger. Non, en avril 41, on a entendu parler du Levant. Le groupe de chasse a été désigné pour partir le premier au Levant au mois de mai
41. Mai-juin 41, les Britanniques, secondés par les forces françaises libres du général de Gaulle, attaquent le Liban et la Syrie, territoire sous mandat français resté fidèle à Pétain. Pour nous, c'était un peu l'aventure. Nous ne savions pas que nous allions engager les combats, mais nous savions que nous allions faire un voyage superbe, pour la première fois avec des monoplaces, partir d'Alger pour aller à Araiac, en passant par Tunis, Catane en Sicile, Brindisi en Italie, Athènes, Rhodes. C'était quelque chose d'exceptionnel. Arrivé à Araiac, nous avons trouvé des locaux convenables, une base accueillante. Il y avait déjà un groupe de chasse là-bas, le Moran 406, qui, je crois, était le 1-6 ou quelque chose comme ça. Le 1-7, pardon. Et nous avons tout de suite eu de très bons contacts avec ces gens-là. Le 2 ou le 3 juin 1941, un matin, à l'aube, des avions anglais sont venus mitrailler nos avions sur le terrain. D'ailleurs, plusieurs ont brûlé et nous avons compris tout de suite que les hostilités étaient engagées. Dès lors, notre activité a augmenté d'une façon importante et nous avions en permanence des patrouilles d'alerte qui décollaient dès que les postes de guet voyaient quelque chose passer la frontière entre la Palestine et la Syrie. Notre premier combat date du 8 juin. Et très rapidement, avec des avions convenables que nous avions, les Dewatin 520, nous avons, je pense, on peut dire aujourd'hui, surclassé les Hurricanes. Nous étions plus rapides, nous montions plus vite, ils viraient un peu mieux que nous, mais enfin, nous avions le canon de 20 mm dans le moteur, dans l'axe du moteur, qui était une puissance formidable. Et nous avons abattu pas mal de Hurricanes, quelques Fulmar aussi. Donc les Anglais ont réagi dans les jours qui ont suivi en nous envoyant des Curtiss P-40. C'était un peu différent, c'est un avion beaucoup plus puissant, qui allait plus vite que nous et qui virait bien. Et là, nous avons eu aussi quelques pertes. Au total, il y a des gens qui se sont distingués particulièrement, comme le lieutenant Glo, n'est-ce pas, qui était de la 5e escadrille du C-36, comme le capitaine Richard, qui était notre commandant escadrille. Et les autres, eh bien mon Dieu, se sont contentés d'abattre quelques avions au passage. En ce qui me concerne, j'en ai abattu avec mon capitaine, 4. Les troupes au sol reculaient, car les Anglais avaient mis le paquet. Il y avait des troupes australiennes qui étaient très combattantes au sol, et ils avaient de l'artillerie. Enfin bref, nous avons été obligés, au bout d'un certain temps, de quitter Rayak et de nous replier vers le nord, sur Alep. Les dernières missions que nous avons faites, c'est-à-dire fin juin, en direction de l'Euphrate, à des résors, des missions sur Palmyre également. Alors c'était des missions essentiellement d'attaque au sol. Et là, on n'a vraiment plus vu d'avions anglais. Le 8 juillet, on nous a rapatriés en MAN 222 sur Athènes. Et nous sommes restés à Athènes quelques jours avant d'être ramenés sur l'Algérie, à Alger précisément. Pour nous, cette campagne de Syrie s'est terminée par une prise d'armes à Alger, en présence du général Végan, remise de décoration. Citation obtenue par le sergent Michaud, le 11 juillet 1941 à l'ordre de la chasse, de l'armée, par homologation du secrétaire d'État à l'aviation. Le 6 ou le 7 novembre 1942, des bruits ont couru qu'une armada se dirigeait vers l'est, dans la Méditerranée, plusieurs centaines de bateaux. Le commandement a mis des
des patrouilles en alerte. Et le 7 novembre au soir, c'était la 6e escadrille du 3-6, à laquelle j'appartenais, qui était d'alerte. Et nous sommes restés, le nombre exact de pilotes, je pense que ça doit être une dizaine de pilotes, et des mécaniciens, les avions armés, chose qui n'était pas habituelle, et nous avons passé la nuit sur place. 4 heures du matin, nous avons été réveillés par nos chefs, et nous avons reçu un briefing qui nous confirmait qu'il y avait en cours un débarquement dans la région d'Alger et que nous étions concernés, que nous risquions de décoller dès que l'aube le permettrait. Or, regardant dehors, nous avons vu que ce décollage serait vraisemblablement retardé parce qu'il y avait un brouillard épais. Et l'aube s'est levée sur ce brouillard, et nous étions forcément bloqués au sol. Et nous entendions des avions passer au-dessus de nos têtes, parce qu'en mer, il ne devait pas y avoir de brouillard, et il y avait 2 ou 3 porte-avions à notre intention. Et le 8 novembre au matin, l'opération Torche est en cours. « 204 navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon. À Oran, où sont parachutés des hommes, les circonstances sont analogues. Il en ira autrement d'Alger. L'arrivée des Alliés y avait été préparée par des résistants groupés à la suite de l'appel du 18 juin, qui se rendirent maîtres des points clés de la ville. Nous avons vu arriver les pilotes qui n'avaient pas été d'alerte la veille et qui montaient, parce qu'ils avaient appris qu'il y avait des événements importants, qui montaient de villes, d'Alger, de Fort-de-L'Eau, etc. Et qui nous ont dit, mais il y a des Américains partout, au sol, bien sûr. Et après, nous avons compris qu'en fait, ils les laissaient passer dans une nasse qui se refermait, parce que les troupes avaient certainement fait un mouvement d'enveloppement autour du terrain de Maison-Blanche. On a vu arriver des soldats américains avec l'arme à la bretelle. Cette action a notablement aidé le général Eisenhower à réussir l'opération Torche, qui amèneront bientôt aux côtés des Alliés les forces françaises d'Afrique du Nord. Une page déterminante est tournée, nous sommes à nouveau dans le bon camp. Pour commencer, nous sommes envoyés dans le sud oranais, pour voler à outrance, et nous préparer à reprendre le combat, sur des avions américains. On est parti sur Ain Sefra où, alors là, vraiment, nous avons repris l'entraînement intensif. Alors, quand il y a intensif, c'est qu'on faisait 30 ou 35 heures de vol par mois sur le Wadin, ou à avril. On a été faire, tous les pilotes sont allés faire un stage sur P-39 à Bereshid au Maroc, à côté de Casablanca. Et nous avons été lâchés sur P-39, ce qui nous annonçait l'arrivée de P-39. Et on a reçu les P-39, alors que nous étions encore à Ain Sefra. Et alors nous avions encore des Wadin, ce qui fait que nous volions alternativement sur l'un ou l'autre. On nous a envoyés à La Passay, près de Mostaganem, également dans les conditions dont je vous parle, pour faire le Coastal Command. C'était une permanence, en fonction de l'importance du convoi, la plupart du temps c'était une permanence. Alors, au moins 2 avions, et si c'était un convoi très important, ça pouvait être jusqu'à 6, 8, 10, 12 avions, pourquoi pas, hein, avec des secteurs bien privilégiés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, avec des altitudes différentes. Et quand ils arrivaient dans notre secteur, c'est-à-dire à hauteur de Mostaganem, c'était notre groupe qui prenait en charge. Et quand ils quittaient notre secteur, c'est-à-dire à hauteur du Cap Ténès, c'était le groupe de 3 qui se trouvait à l'ouest d'Alger qui prenait en compte, etc. Donc les convois étaient protégés en permanence par des avions contre les attaques ennemies, parce qu'il y avait des avions allemands qui venaient d'Istres en particulier, de Montpellier aussi, et qui venaient les attaquer.
Alain Michaud a effectué de nombreuses missions de Coastal Command, dont certaines comportaient des risques exceptionnels, du fait de mauvaises conditions atmosphériques. Nous sommes restés à Beaune jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de monter en France après le débarquement américain dans le Midi. Beaune-Cagliari, Salon le 30 septembre, vous voyez. Et nous sommes restés quelques tours pour nous installer, etc. Et nous n'avons commencé à faire des missions sur l'Italie ou sur la côte que le 14 octobre. Alors à partir donc du mois d'octobre, parti à ce moment-là au Vallon, qui se trouve en plein milieu de l'aggro, au sud de la route Salon-Arles. Et nous avons fait des missions protection de bateaux au large de bateaux de la marine française, au large de Gênes, au large d'Imperia, donc la côte italienne. Ensuite, nous avons fait des attaques au sol. Le groupe 3-6 est monté à Luxeuil, dans la Haute-Saône, pour commencer son action en Allemagne, en coordination avec la première armée française. Et nos missions principales, nous étions à ce moment-là bien sûr sur P-47, nous avions abandonné complètement nos P-39. Et nos missions évidemment étaient des missions de chasse bombardement en piqué avec des bombes de 500 livres, 2 bombes de 500 livres et mitraillage au sol. La mission généralement décollait de Luxeuil à 12 avions, 12 P-47. Allait au-dessus de l'Allemagne, prenait contact avec Bradshaw ou Boxcar, Mikado pardon, ou Boxcar, qui précisait les dernières conditions météo, les derniers points de détail, parce que l'avance était relativement rapide, il fallait quand même faire attention, la bombe line était souvent modifiée, la mission était remplie, bombe larguée, mitrailleuse plus ou moins vide, et bien nous rentrions sur Luxeuil. Et les quelques derniers jours de la guerre, nous avons été mutés, enfin notre groupe a fait mouvement sur Ensheim, à Strasbourg. Et le 7 mai, jour de l'arrêt des combats, puisque l'armistice a été signé le 8 mai, moi j'ai participé à la dernière mission, enfin une des dernières missions, et prenant contact avec Boxcar, il nous a dit « Arrêtez le feu, mission annulée ». Alors, j'étais chef de patrouille, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait des bombes? Alors, question idiote, il m'a dit, ce que vous voulez. Alors, finalement, on a largué nos bombes dans des champs, vraiment, apparemment, il n'y avait personne. Inertes, d'ailleurs, comme ça, elles n'ont pas explosé. Le 7 mai pour l'arrêt des combats et le 8 mai pour l'armistice. Et j'ai un souvenir ému de la soirée du 8 mai passée sur la place Kléber à Strasbourg, à l'Aubette, là, le grand café qui s'y trouve toujours d'ailleurs, et où tous les officiers et les pilotes des 3 groupes qui se trouvaient à Strasbourg à ce moment-là se sont retrouvés dans une fiesta absolument incroyable, au milieu de la foule des Alsaciens. C'était une émotion extraordinaire. Officier pilote, chef de patrouille ardent et courageux, a participé pendant 2 mois aux opérations en Italie du Nord et en Forêt-Noire, s'est distingué le 23 février 1945 au cours du bombardement d'un port défendu par une DCA intense et précise, ainsi que le 10 avril 1945 en mitraillant avec succès de nombreux points d'AP8 ennemis. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec palme.